Cher Noël Mamère, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Péniche et des écolos Sciences Po et d'être présent ici aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir à Sciences Po et d'évoquer avec vous votre parcours, vos idées et vos combats. Cette conférence n'aurait pas été possible sans la Péniche et son équipe, et je tiens, au nom de tous les membres d'Écolo Sciences Po, à les remercier chaleureusement. Noël Mamère, vous êtes né en 1948 à Libourne, en Gironde, ce qui explique votre attachement sans faille à cette région, puisque vous y êtes maire de Bègles depuis 1989. Vous avez fréquenté les bancs de Sciences Po Bordeaux avant de devenir journaliste et directeur de la rédaction de ce qui s'appelait alors Antenne 2. Vous y avez présenté le journal télévisé durant près de 4 ans. Vous avez ensuite intégré les Verts et êtes devenu un élu local. En 2004, vous êtes le premier maire de France à célébrer, à Bègles, un mariage homosexuel, prenant ainsi la tête d'un combat pour l'égalité qui a fini par aboutir à la loi Taubira en 2013. Vous restez également, à ce jour, le candidat écologiste ayant recueilli le plus de suffrages à la présidentielle, avec 5,25% des voix en 2002. En septembre 2013, vous annoncez pourtant dans les colonnes du Monde que vous quittez Europe Écologie Les Verts, que vous qualifiez de syndicat d'élus ne produisant rien. Vous restez néanmoins, en tant que député, membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Noël Mamère, nous souhaitons évoquer avec vous l'inquiétante progression de la pensée conservatrice et réactionnaire en France. Alors bien entendu, à la vue des résultats des élections départementales, on pourrait se contenter de se réjouir que le FN n'ait mis la main sur aucun département. Mais si l'on y regarde de plus près, le nombre très élevé de cantons dans lesquels le FN était présent au second tour a de quoi inquiéter sérieusement. D'où vient une telle poussée du FN et des idées conservatrices, voire réactionnaires en général? Une partie de la réponse pourrait se trouver dans l'ouvrage intitulé « Contre Zemmour » que vous avez coécrit avec Patrick Ferbiaz. Ce travail d'exploration des racines de la pensée réactionnaire et de sa progression, nous souhaitons l'évoquer aujourd'hui avec vous, entendre votre avis et vos constats, afin peut-être de répondre à la question que nous nous posons de plus en plus. Quelle est la solution? Quelle est la solution face à cette poussée réactionnaire continue? Merci. Merci. Donc, monsieur le député, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui aux côtés des écolos Sciences Po. Et donc, je tiens, au nom de tous les membres de la Péniche, à vous remercier de votre venue. Je tiens également à remercier les écolos Sciences Po d'avoir accepté de co-organiser cette rencontre avec nous. Et n'en déplaise au président de l'UMP Sciences Po, nous espérons que cet événement marque le début d'un partenariat durable entre la Péniche et les écolos Sciences Po. Noël Mamère, nous souhaitons parler avec vous d'écologie, bien sûr, mais plus particulièrement de la réponse que le mouvement écologiste doit, selon vous, apporter au développement du repli réactionnaire en France. Les élections départementales viennent de s'achever hier soir et ont marqué une très nette défaite de la gauche et une grande progression du FN par rapport aux dernières élections départementales, quoique bien moins importante que les observateurs ne le pronostiquaient. Cette gauche défaite était partie divisée, très peu d'accords ayant été conclus au niveau local entre le PS et Europe Écologie Les Verts notamment. Le parti écologiste affiche désormais ouvertement son hostilité au gouvernement qu'il a quitté il y a aujourd'hui un an presque jour pour jour. Europe Écologie Les Verts fait le choix d'une union avec la gauche de la gauche, le Front de gauche ou le Parti communiste français en fonction du plan local. Vous êtes toujours montré plutôt partisan de cette ligne de rupture avec le gouvernement, ce qui avait déclenché notamment votre départ d'Europe Écologie Les Verts en 2013. Et qui vous a fait déclarer récemment que ceux qui tueront l'écologie, je cite, ce sont ceux qui entreront au gouvernement, fustigeant une nouvelle fois une frange du parti écologiste qui souhaite toujours gouverner aux côtés du PS. Si le parti socialiste ne parvient pas, selon vous, à faire face à ce repli réactionnaire, et notamment à la montée du FN, c'est aux écologistes de le faire. Dans votre essai, contre Zemmour, pour y revenir, vous cherchez à comprendre les raisons du succès de l'idéologie réactionnaire. Votre constat est sans appel. Si Zemmour parvient peu à peu à faire progresser ses idées vers la conquête d'une hégémonie culturelle, c'est qu'il fournit une grille de lecture des changements récents, c'est qu'il offre aux mécontents, aux déçus, aux trahis de la politique, un nouveau grand récit collectif. Aussi, vous appelez les écologistes, mais aussi l'ensemble de la gauche, à livrer la bataille culturelle dans laquelle Zemmour s'est lancé, à construire un nouveau récit collectif à offrir aux Français, à combattre, à innover, à convaincre en somme. Voilà un ambitieux programme, monsieur Mamère, donc je vous en prie, convainquez-nous.
Merci beaucoup. Ça marche très bien. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois, pour les questions que vous m'avez posées et auxquelles je vais essayer de répondre. Elles sont finalement très complètes et il faudrait sans doute plus de l'heure que nous allons partager pour que je puisse être en mesure, non pas de vous convaincre, j'espère que vous êtes convaincus de la nécessité de changer de logiciel politique dans notre pays, mais en même temps de vous convaincre de l'utilité de l'écologie politique comme instrument de transformation de la société et de lutte contre les inégalités. La première question qui m'a été posée, c'est une question d'actualité qui concerne la montée de l'extrême droite. Moi, je n'aime pas parler de Front National, mais je désigne le Front National pour ce qu'il est, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui maquille sur des valeurs universelles, parce qu'il pratique la trituration, qui maquille sous ces mots un fonds de commerce qui reste le même, qui est un fonds de commerce basé sur le rejet de l'autre, sur l'invention d'ennemis de l'intérieur, sur la stigmatisation de parties de la population, entre autres, avec toujours ce vieux fond de racisme et d'antisémitisme qui ne le lâche pas, comme l'ont montré d'ailleurs un certain nombre de candidats sur les réseaux sociaux à la veille du premier tour, qui se sont vraiment lâchés. Donc, aujourd'hui, l'extrême droite n'est pas simplement aux marges de la société, contrairement à ce que disent certains analystes, géographes ou sociologues, ou certains journalistes. Oui, l'extrême droite est présente dans des périphéries, dans des secteurs ruraux, où les familles, les hommes, les femmes se sentent abandonnés, méprisés, humiliés, comme des relégués de la République, comme des territoires oubliés de la République, mais l'extrême droite est sortie de ce périmètre de l'exclusion. Et en sortant de ce périmètre de l'exclusion, l'extrême droite est devenue, élection après élection, un parti d'adhésion et est sorti du statut de parti de protestation. Si vous regardez de manière précise les chiffres dans Le Monde de la semaine dernière ou dans Le Monde de cet après-midi, vous allez vous apercevoir que l'extrême droite a gagné dans des grandes villes et qu'elle est présente maintenant dans des grandes agglomérations où l'on croyait que ce n'était pas abordable pour elle et que non seulement elle a gagné sur des familles en grande précarité, en grande vulnérabilité, mais que maintenant elle trouve un électorat dans les classes moyennes et même dans les classes aisées. Et c'est cette installation, c'est cet enracinement, c'est cet ancrage dans différentes couches de la société qui rend d'autant plus inquiétant, ou d'autant plus inquiétante, la prospérité de l'extrême droite. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir si ce n'est pas trop tard, et s'il ne faudra pas beaucoup plus de temps que nous le pensons pour reconquérir un électorat perdu. Mais ça ne s'adresse pas simplement à la gauche qui vient de subir une défaite, ça s'adresse aussi à la droite républicaine. Et je pense que c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des forces politiques démocratiques et républicaines de ce pays qui sont en train de signer finalement la fin d'une histoire. C'est la fin d'une période. C'est de la même manière que c'est la fin d'une période économique. Vous entendez parler le président de la République, le Premier ministre et la plupart des responsables politiques de droite et de gauche de la croissance. Il ne se passe pas un jour sans que l'on invoque comme un Graal le retour à la croissance. Or, nous savons, tous les experts vous le disent, et pas les politiques, mais les experts économiques, que la croissance des 30 glorieuses ne reviendra pas, que nous sommes dans une faillite, non pas une faillite de la croissance, mais dans un ralentissement de la croissance qui est structurel. Donc il faut faire avec et assurer, comme le disent certains auteurs écologistes, assurer ce que l'on appelle la prospérité sans croissance. C'est possible, parce que ça dépend le sens, ça dépend le contenu que l'on donne à la notion de croissance. Et c'est d'ailleurs un des sujets culturels, c'est un des sujets qui fait la différence et le conflit entre les écologistes et une grande partie de la gauche.
Vous allez dire, j'ai l'esprit de l'escalier, mais je continue sur l'escalier. La gauche, socialiste, communiste, s'est construite dans la société industrielle et dans une certaine conception du progrès. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant à Sciences Po à Bordeaux, j'avais pour professeur quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie intellectuelle et dans mon engagement, et j'espère que vous le connaissez aussi à Sciences Po Bordeaux, parce qu'il est connu dans toutes les universités américaines bien avant de trouver un écho dans notre pays. Il s'appelle Jacques Ellul. Et Ellul m'avait posé la question dans un petit oral, puisqu'on passait les petits oraux à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, et la question c'était l'idée de progrès chez Marx. Et donc cette idée de progrès, elle n'est pas simplement l'apanage du libéralisme ou de la droite. C'est aussi une idée qui appartient à l'histoire de la gauche, qui s'est construite donc dans les conquêtes sociales, mais aussi dans cette notion de progrès industriel. Or, les écologistes sont nés, disons, après 68, c'est-à-dire dans la critique de la société industrielle. Si vous allez à la bibliothèque de Sciences Po, vous retrouverez un livre de la CFDT, à l'époque où elle réfléchissait beaucoup, qui a été signé dans les années 70, qui s'appelait « Les dégâts du progrès ». Et donc, la famille, la philosophie de l'écologie, héritée d'auteurs comme André Gortz ou Ivan Illich ou Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul, c'est une philosophie qui s'inscrit dans une conception critique du progrès tel qu'il est prôné par ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, la gauche productiviste. Et donc, cette gauche, elle a toujours défendu une certaine conception de la croissance qui est très quantitative, au point que l'on compte dans la richesse d'un pays ce que l'on va dépenser pour réparer les dégâts, par exemple, de l'Exxon Valdez en 1989, mais ça c'était au large de l'Alaska, ou du Torrey Canyon, ou de l'Erika, lorsqu'il s'est échoué et qu'il a provoqué une marée noire. Donc nous sommes plus proches des conceptions du développement et de la croissance telles que défendues par le prix Nobel Amartya Sen que dans la grande tradition des économistes et de l'économie qui donne un contenu quantitatif à la croissance. Et parce qu'il y a cette différence de conception, c'est une différence de conception, c'est culturel. Or ça ne s'est pas vu pendant longtemps. Mais aujourd'hui que les écologistes sont présents dans les étages de la démocratie, de la mairie jusqu'au gouvernement, enfin, c'était jusqu'au gouvernement, du sol presque au plafond, eh bien ce qui était une différence culturelle, ce qui était un problème culturel, devient un problème politique. Parce que nous avons toujours beaucoup de difficultés à faire comprendre à nos partenaires de la gauche, toutes composantes réunies, la nécessité, ou en tout cas l'importance de la problématique de l'écologie, conçue comme un outil qui ne prétend pas d'ailleurs être le seul, mais comme un outil adapté à ce qu'est la société aujourd'hui, une société mondialisée, une société ouverte, une société d'échange, mais une société dans laquelle on a trouvé un certain nombre de limites au développement industriel, et notamment toutes les conséquences et dégâts collatéraux liés par exemple aux délocalisations. Et donc, c'est là que nous avons effectivement un problème avec la gauche qui se retrouve dans les divisions que l'on peut avoir. Je reviens donc à l'extrême droite. Je pense que, et effectivement, avec Patrick Farbiaz dans notre bouquin contre Zemmour, mais on l'avait développé dans d'autres bouquins, je pense en particulier à un livre qui s'appelle Ma République et à un autre qui s'appelle La fracture humaine, nous avons essayé d'étudier comment cette extrême droite n'est que l'aboutissement d'un travail qui a commencé au lendemain de mai 68. Il a commencé même en mai 68, très exactement le 6 mai 68, lorsqu'Alain de Benoît a créé le GRES, le groupe de recherche et d'études sur la culture européenne. Et il s'est inspiré de Gramsci, du philosophe Gramsci, que vous connaissez, philosophe marxiste, lequel Gramsci défendait l'idée de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que pour lui, une formation politique ne pouvait trouver sa place dans la société et trouver une majorité que lorsqu'elle avait mené un travail d'hégémonie culturelle. Et c'est tout le travail, c'est tout le pari que Alain de Benoît a fait après le GRES, qui rassemblait un certain nombre d'intellectuels de la droite et de l'extrême droite.
il y a eu le club de l'horloge, il y a eu le club 89 qu'a présidé Alain Juppé, et petit à petit, si vous voulez, cette infusion des idées prônées par le Grèce et le club de l'horloge a gagné la droite. Et a gagné la droite, d'autant plus qu'il s'est trouvé un opportuniste en 2007, l'ancien président de la République, qui, voyant le danger de l'extrême droite, a saisi cette opportunité pour mettre en musique, en quelque sorte, les idées prônées par le Grèce et par le club de l'horloge et par toute cette mouvance. Et il est allé braconner sur les thèmes de l'extrême droite, sur les terres de l'extrême droite, en récupérant un certain nombre de ces slogans. Et c'est ainsi que, étrangement, j'allais dire de manière absolument accablante et effrayante, en 2007, un gouvernement de la République française a été capable d'instituer un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Donc c'est joindre ces deux idées. C'est donc développer cette idée que Finkielkraut résume par son livre L'identité malheureuse, c'est-à-dire donner une conception rétrécie à l'identité, une conception d'identité de repli, alors que les écologistes qui sont inspirés, les écologistes, c'est pas simplement la défense des petits oiseaux et des fleurs. Les écologistes, c'est toute une philosophie de la contre-culture américaine. C'est à la fois c'est Woodstock, les combats c'est par exemple le combat. J'ai revu hier soir avec plaisir à la télé le film de Gus Van Sant sur Harvey Milk. C'est le combat pour l'égalité des droits, mais c'est aussi le combat contre les grands lobbies. Ce ne sont pas simplement des combats limités aux questions environnementales, mais aussi aux questions de société. C'est tout ce qui tourne autour de la libéralisation du cannabis. C'est pas pour rien que quand j'étais candidat en 2002, je demandais la légalisation contrôlée du cannabis, qui a été reprise. Alors évidemment, toute la gauche lançait des cris d'orfraie lorsque j'ai proposé ça, et 10 ans plus tard, celui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, Daniel Vaillant, a proposé exactement la même chose. Et c'était pas du tout une inspiration d'écolo loufoque. Vous avez un excellent juriste qui a d'ailleurs écrit un que sais-je sur ce sujet, qui s'appelle Caballero, et vous pouvez le trouver vous pouvez trouver son que sais-je à la bibliothèque. Il s'appelle Francis Caballero. C'est un excellent juriste, professeur d'université, qui défendait cette thèse. Donc, l'hégémonie culturelle, elle s'est progressivement construite, et c'est vrai que Sarkozy a joué un rôle démultiplicateur dans l'installation de ses idées, en jouant justement avec le feu, en se transformant en pyromane. Et finalement, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est que, certes, à court terme, il a gagné en 2007 sur l'extrême droite, mais c'est du court terme. C'est du court terme. Et la politique, elle s'inscrit dans le temps long. Elle ne peut pas se considérer uniquement... la télé, la politique, c'est pas la télé de flux. C'est pas la télé d'information en continu. C'est pas la tyrannie de l'émotion et la dictature de l'instant conjuguée. Et c'est pourtant à ça que l'on assiste. C'est donc pas à s'inscrire dans le court terme, mais dans le long terme. Et les choix qui ont été faits par cette droite-là en 2007 ont servi de digue provisoire à la montée progressive et irrésistible de l'extrême droite, mais n'ont été que des digues provisoires. Et au fond, ils ont posé des digues transitoires et éphémères, et en même temps qu'ils ont nourri ce que Madame Le Pen appelait ce matin sur RTL l'inondation de l'extrême droite. Et on se trouve aujourd'hui, quand vous ajoutez à ça le fait que depuis 30 ans, la gauche et la droite considèrent le chômage comme une variable d'ajustement de leur politique publique, que le chômage fait partie intégrante de nos politiques, quand vous voyez comment la précarité s'est installée dans un certain nombre de familles, souvenons-nous de ce rapport du médiateur de la République, qui s'appelait Monsieur Delevoye, il y a 5 ans de cela maintenant, et même pas, et qui vous expliquait qu'il y a 15 millions de Français qui ne savent pas comment terminer le mois à 20 € près. Comment voulez-vous leur parler d'écologie à ces gens-là, quand leur seule obsession,
c'est de survivre et de savoir comment ils vont terminer le mois. Comment pouvez-vous parler d'écologie à des familles monoparentales qui touchent principalement des femmes auxquelles on impose le travail à temps partiel? Et puis, comment voulez-vous parler d'écologie? J'y suis allé. Je suis allé à 2 reprises soutenir une jeune candidate écolo qui est la vraie Marine. Elle s'appelle Marine Tondelier. Elle est née à Hénin-Beaumont. Ses parents travaillent à Hénin-Beaumont. Et je vous assure vraiment, quand vous allez dans ces pays, dans le Nord, quand vous allez à Hénin-Beaumont ou à Wagny, à côté, à Wagny, il y a 30 ans de cela, vous n'étiez pas nés pour la plupart, il y avait 20 bus, 20 cars qui partent pleins, qui partaient tous les matins pour les houillères et les filatures. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Et donc tous ces gens-là, toutes ces familles ont été plongées dans un immense désarroi. Comment voulez-vous, face à ces situations qui sont des situations de grande misère économique, sociale, psychologique, familiale, comment voulez-vous que le discours de l'écologie, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, puisse être séduisant? Et j'en viens à la question qui m'a été posée sur le récit. C'est ce que nous disons d'ailleurs dans notre bouquin avec Patrick Farbiaz. La gauche et la droite, évidemment, et c'est d'ailleurs l'une des leçons à tirer de ce qui vient de se passer ce dimanche. Oui, l'abstention est très forte. Le seul vainqueur, c'est en effet l'extrême droite. Mais vous voyez bien que la gauche et la droite sont comme le roi nu. Ils sont incapables de produire un récit qui soit un récit mobilisateur. Et donc c'est à ça qu'il faut travailler. Et l'écologie doit pouvoir jouer un rôle dans la construction de ce récit et dans les arguments de ce récit. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis atterré quand je vois que le seul spectacle que l'écologie politique donne aujourd'hui à la France, c'est celui de savoir si mes copains et copines vont aller au gouvernement ou ne pas y aller. Je trouve que c'est accablant. Je trouve que c'est accablant et que l'écologie mérite mieux que ça. Parce que jamais, depuis des décennies, nous n'avons vécu une conjonction aussi forte entre la crise écologique et la crise sociale. Donc on ne peut pas résoudre ce problème uniquement par des incantations, uniquement par des manipulations comme y procède Sarkozy, ou uniquement par des coups de menton et des formes de bonapartisme comme le fait Valls. Et en disant on s'est reçu 2 gigantesques baffes, eh bien puisqu'on s'est reçu 2 baffes, on ne change pas une équipe qui perd, donc on ne change rien. Et traiter l'écologie comme une force secondaire, comme si elle avait vocation à faire tapisserie dans un gouvernement ou dans une majorité, ou à jouer les utilités au moment où il y a des élections. Mais quand on regarde combien les renoncements de ce gouvernement sur un certain nombre de sujets, les renoncements devant des grands lobbies, ça a quand même commencé quelques semaines après la prise de fonction du président de la République, avec Madame Nicole Bricq, qui était ministre de l'écologie, et qui a été remerciée parce qu'elle ne voulait pas céder devant le lobby pétrolier qui souhaitait mener des explorations d'hydrocarbures au large de la Guyane. Après, ça a été Madame Bateau, parce qu'elle protestait contre la réduction du budget du ministère de l'écologie. Comment peut-on parler sérieusement de transition énergétique quand on réduit le budget du ministère de l'écologie? Comment peut-on parler de transition énergétique quand on cède devant les bonnets rouges, quand on refuse la mise en œuvre de l'écotaxe alors qu'il y a déjà 18 pays européens qui la font fonctionner? Et je pourrais comme ça dresser une sorte d'inventaire à la Prévert sur l'ensemble des renoncements de la gauche par rapport à des grands lobbies. On nous avait promis une loi bancaire qui ferait la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Je n'ai rien vu de tel dans la loi qui a accouché de ce gouvernement et de cette majorité. On nous reproche de ne pas être moderne parce que nous sommes opposés à la loi Macron. Mais la loi Macron, on s'est fixé sur le travail du dimanche, avec à juste titre d'ailleurs, mais on a oublié qu'elle dérégule un certain nombre de choses en matière d'environnement, en matière de permis de construire, en matière d'urbanisme, que des associations ont mis des décennies
à obtenir par des combats épiques. Et tout ça, on le détruit par une loi en quelques semaines. Je pense que nous ne pouvons pas, effectivement, accepter d'être dans cette situation. Alors oui, pourquoi j'ai dit les écologistes qui entreront au gouvernement contribueront à tuer l'écologie? Je ne suis pas contre le retour au gouvernement. Bien au contraire. Je suis pour que les écologistes participent au gouvernement. Mais pourquoi, pour y faire quoi? Et à quel prix? Si c'est pour y aller comme les bourgeois de Calais et sans rien demander et pour accepter ce diktat qui consiste à dire on ne change rien, les écologistes ne feront que décrédibiliser, délégitimer encore un peu plus l'écologie politique. Si en revanche il y a une feuille de route, il y a un projet partagé, alors je suis d'accord. Mais si vous voulez, alors je sais pas, je sais que votre génération, celle qui est devant moi, vous avez plutôt de la sympathie pour les idées des écologistes. Et vous savez, pour vous comme pour vos futurs enfants, que si on ne met pas en place un certain nombre de politiques, pas simplement d'ailleurs en Europe, mais si on ne partage pas le fardeau entre grands pays pour aider les pays émergents ou les pays en voie de développement, nous savons très bien que la vie sur cette planète sera difficile. Moi, je ne suis pas un catastrophiste. Si je fais de la politique, c'est que j'ai plus de raisons d'espérer que de désespérer. Et je pense que les sociétés humaines ne sont pas suicidaires. Mais elles bougent quand le danger est imminent. Or, comme l'a très bien écrit un polytechnicien qui s'appelle Alain Gras, un livre qui s'appelle « La fragilité de la puissance ». Nous sommes des pays, nous sommes une société, notre période humaine est une période de très grande puissance. Nous avons à notre disposition des moyens énormes. Et c'est ces moyens énormes qui procèdent de l'accélération du réchauffement climatique. C'est ce que l'on appelle l'ère de l'anthropocène. C'est-à-dire, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les périodes glaciaires et les périodes de réchauffement se succédaient, mais ça se jouait sur des milliers d'années. Et c'était lié à des phénomènes naturels. Certainement qu'il y a des phénomènes naturels dans le réchauffement de la planète. Mais l'action de l'homme, l'entropie, est évidemment un accélérateur considérable des bouleversements climatiques. Et ce qui se passait en 1000 ans, en 5000 ans, peut se passer en 100 ans. Donc voilà pourquoi nous sommes très puissants et nous avons à notre disposition des moyens qui pourraient nous permettre de ralentir cette course folle, ou en tout cas de freiner le paquebot. Mais un paquebot, il lui faut 9 km. Quand on a mis la barre sur stop, il faut 9 km pour s'arrêter. Et donc il ne faut pas imaginer que les choses vont s'arrêter. Pour réduire de 2 degrés l'augmentation de la planète, de la chaleur, de la température sur la planète, il va falloir faire de gros efforts et des efforts contraignants. Ce qui pose un autre, puisque je pose le problème, puisque je dis contraignant, ce qui pose un autre problème, qui est très important pour moi. Si nous ne faisons pas d'efforts maintenant, des efforts consentis par l'ensemble des sociétés, demain, nous serons dans des situations de survie, de contrainte, de rationnement, et nous donnerons naissance à des formes d'éco-totalitarisme ou d'éco-fascisme, à des régimes, à des systèmes qui seront des systèmes de contrainte. Il faudra même, pourquoi pas, et ça peut exister, il y a des films, le film le plus emblématique de ça c'est Soleil Vert, où on pourra trouver effectivement des situations où l'on obligera les gens, par exemple face à la ressource en eau. Quand il y a moins de ressources en eau, il faut contraindre les gens à ne pas la gaspiller, et donc revenir à ce qui existe dans les huertas de Valencia depuis le Moyen-Âge, avec un tribunal des eaux. Mais un jour ou l'autre, si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire aujourd'hui avec le consentement des sociétés, nous serons dans des situations de contrainte et donc de formes de totalitarisme vert. Et c'est ça toute la difficulté, c'est de mettre en œuvre des politiques qui soient compatibles avec l'ensemble de la société, la majorité de la société, c'est-à-dire qui ont un seuil d'acceptation, et de démontrer que l'écologie, elle est indissolublement liée à la question de la démocratie, à la question démocratique. D'ailleurs, quand on regarde les échecs de grands pays totalitaires, je pense à l'Union soviétique. Je faisais une émission
sur Antenne 2 qui s'appelle France 2 aujourd'hui, une émission de reportage qui s'appelait Résistance, qui était consacrée aux droits de l'homme. En 87, je suis allé faire une série de reportages sur la glasnost et la perestroïka qui avait été mise en œuvre par Gorbatchev. Et j'étais allé interviewer un mouvement qui s'appelait Éco-Glasnost. Les premiers mouvements de contestation du régime soviétique, c'était des mouvements d'écolos. Mais vous pouvez regarder ce qui s'est passé récemment en Turquie sur la place Taksim. C'était des manifestations qui étaient d'abord des revendications d'ordre écologique. Et ces grands pays, un pays comme l'Union soviétique, c'est une faillite évidemment politique et humaine, c'est 20 millions de morts dans les goulags et dans les prisons, mais c'est aussi une catastrophe écologique sans nom. Et donc, l'écologie, elle est aussi liée à la liberté d'expression, au droit de s'exprimer. Et regardez le combat que mènent aujourd'hui les écolos en Russie, face à Poutine, qui est une autre forme de régime autoritaire, qui sont emprisonnés, même quelques-uns sont liquidés. L'écologie, c'est une revendication démocratique et c'est lié à l'expression démocratique. C'est à ça qu'il faut vraiment s'attacher et se dire qu'on ne fera avancer nos sociétés que s'il y a une forme de consensus démocratique sur ce que nous voulons. Et c'est ça qu'il faut, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Est-ce que les écologistes aujourd'hui sont capables, en France en tout cas, de trouver la clé d'entrée pour que l'écologie ne soit plus simplement subalterne? Je pense que non. Je pense que non. On assiste à une forme de paradoxe où ma génération, celle de Dany, celle de Wechter, celle de Voynet, de quelques autres, nous étions électoralement, nous n'existions pas. Nous ne pesions rien. Rien. Mais nos idées, mais nous avons fait entrer nos idées dans la société. Nous avons infusé la société française. Et aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes lisibles électoralement, mais nous sommes illisibles politiquement. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repolitiser l'écologie. Et repolitiser l'écologie, c'est pas sa question de savoir si on va au gouvernement ou pas. C'est donner, c'est offrir un récit, c'est donner un sens, et c'est expliquer encore que l'écologie, à travers un certain nombre de propositions qu'on peut formuler, c'est un outil pour lutter contre les inégalités, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil de facilitation démocratique. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez bien qu'un peu partout en France et en Europe, il y a des milliers de petites initiatives qui fleurissent, de gens qui s'organisent, qui se mutualisent, qui s'entraident, qui créent des coopératives, qui créent des modes, qui cherchent des voies pour sortir du modèle dans lequel on voudrait nous faire rester, qui est un modèle de production, un modèle de consommation et un mode de vie qui évidemment écrase les plus faibles et ne fait que servir une toute petite partie de la planète. Pour terminer, parce qu'il ne faut pas rester les yeux braqués sur son territoire, il y a un vieux slogan que nous utilisions il y a quelques années qui consistait à dire « de la planète au canton, les problèmes sont les mêmes ». Nous avons un nouveau slogan depuis qui s'appelle « Nous n'avons qu'un seul monde ». Ça veut dire que si nous n'avons qu'un seul monde, nous devons être solidaires. Donc c'est toute la question qui tourne autour, de cette nouvelle, de cette idée qui n'est pas nouvelle, mais peut-être pour vous, la question de la justice climatique. Nous disons avec des groupes comme Alternativa que c'est pas le climat qu'il faut changer, mais les sociétés. Et c'est vrai que la question de la justice climatique, elle est très importante. On ne va pas demander à des pays dans lesquels on a pratiqué l'esclavage, des pays dans lesquels ensuite on a exploité impunément les ressources que l'on a exploitées, des pays dont on a fait venir les populations en France pour contribuer à la richesse de notre pays, des pays qu'on a vidés, des pays que l'on a saignés. Est-ce que ces pays-là, il faut leur demander les mêmes efforts qu'à nous, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas s'engager dans une logique de justice climatique et de réparation de ces déséquilibres? C'est ça le mouvement pour la justice climatique. Mais c'est pas le mouvement pour la justice climatique, ou la justice environnementale. Ça s'applique pas simplement aux relations entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis est né dans les années 80
un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la justice environnementale. Et où est-il né, ce mouvement? Il est né dans ce qu'on appelle l'allée du cancer, entre New Orleans et Baton Rouge, là où il y a à peu près 250 km bordés d'usines chimiques. Et pourquoi a-t-on installé ces usines chimiques à cet endroit? C'est là où il y a des Noirs et des Native Americans, des Indiens. Et donc, ce mouvement pour la justice environnementale, il est né de la conjonction entre ceux qui se battaient pour la défense de l'environnement et les droits des minorités. Et c'est devenu le mouvement pour la justice environnementale, constatant que ce sont souvent, mais alors il n'y a pas besoin d'aller en Amérique, hein, vous allez dans la banlieue Est, à la périphérie Est, et vous apercevrez qu'il y a des gens qui sont victimes de la double peine, que ceux qui sont victimes d'injustice sociale sont en général les premières victimes d'injustice environnementale. Allez à l'hôpital Robert Debré et regardez quels sont les taux d'asthme et d'un certain nombre de pathologies liées à la pollution, parce que les barres d'immeubles sont au plus près des autoroutes et des bagnoles. Donc voilà, la question de l'écologie, j'ai essayé de faire un petit tour pour vous expliquer que c'est lié à la question des droits humains, à la question de la condition sociale, à la question de l'égalité des droits, à la question de l'équilibre entre le nord et le sud, c'est-à-dire aux questions de justice, et c'est lié aussi à la question de la démocratie. Donc derrière l'écologie, qui en apparence sent que la chlorophylle, se pose beaucoup d'autres. L'écologie pose beaucoup d'autres questions que la seule préservation des arbres. Et donc je pense que c'est une philosophie qui n'est pas bien comprise encore. C'est le cri primal, hein, elle est née dans les années 68, au regard de l'histoire, c'est rien du tout. Mais il faut que nous nous battions et que vos générations se battent pour faire comprendre que sans l'outil de l'écologie, les sociétés auront beaucoup de mal à se sortir de sorte d'enfer dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mamère. C'était très très complet. Du coup, on va se limiter à une question chacun, une question de notre part et une question de la part de la péniche. Du coup, on l'a choisi avec soin. Vous nous invitez à repolitiser l'écologie. Et la question que ça amène chez nous et qui irrigue un petit peu nos discussions quand on en a, au sein d'Écolo Sciences Po et ailleurs, c'est de quoi faut-il s'inspirer pour repolitiser l'écologie. D'une part, on voit un certain nombre de mouvements de droite, y compris d'extrême droite, qui viennent aujourd'hui nous parler d'écologie, ce qui nous amène à une première question qui est: l'écologie peut-elle être de droite? Et de l'autre côté, on voit chez Europe Écologie Les Verts une tendance de plus en plus marquée à s'allier avec la gauche de la gauche, avec le front de gauche, malgré de nombreuses divergences, ne serait-ce que, pour ne citer que quelques exemples, sur la laïcité ou encore plus sur la politique internationale. Voilà ma question: de quoi s'inspire-t-on pour repolitiser l'écologie aujourd'hui? Alors d'abord, je vais prendre la question la deuxième partie, l'histoire de ce rapprochement avec le front de gauche. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut défendre avec obstination l'autonomie politique de l'écologie. Donc l'économie, elle est ni à vendre, l'écologie, pardon, elle n'est ni à vendre, ni à marier, ni à acheter. Que l'on ait des relations et des rapprochements avec une partie du front de gauche, je pense en particulier au parti de gauche qui a beaucoup avancé sur les questions de l'écologie, pourquoi pas, mais vous avez raison. Je ne partage pas du tout un certain nombre de déclarations et d'options défendues par Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas vrai de dire que durant les élections départementales, l'Europe Écologie Les Verts a choisi prioritairement des alliances avec le front de gauche. Non, il y a eu 577 candidats en autonomie, ce qui a fait dire, par une manipulation absolument dégueulasse, instrumentalisée par d'autres dégueulasses qui aujourd'hui veulent casser le mouvement et qui se verraient au gouvernement, qui a fait dire l'écologie a fait 1,4%. Enfin, il n'y a pas besoin d'être agrégé en mathématiques pour savoir que quand on a 577 candidats en autonomie sur 2054 cantons, ça ne peut pas faire un gros chiffre.
En revanche, quand on regarde ce qui s'est passé, les tickets avec le Front de gauche ont fait 13,5% et les tickets avec le PS ont fait 27%. Et au sortir de ces deux tours, la moyenne de l'écologie, elle est entre 8 et 9%. Donc finalement, malgré nos vicissitudes, malgré nos turpitudes, on a bien résisté, puisqu'on est à un étiage entre 8 et 9%. On aurait pu penser qu'on s'effondre totalement, ce qui n'est pas le cas. Donc, je reviens à votre question sur l'autonomie. Bon, moi, je considère que nous ne sommes que des héritiers. Moi, je suis dans la chaîne, à un moment de la chaîne, quelqu'un qui contribue à faire passer dans la société les idées des écolos. Mais avant moi, comme je vous l'ai dit, il y a eu des Ellul. Ellul a écrit un livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, qui est aujourd'hui sous le titre Le bluff technologique, qui en 1953 vous expliquait que le progrès humain n'est pas forcément lié au progrès technique, et que que le progrès technique peut même se retourner contre le progrès humain quand on ne le contrôle pas. Donc vous voyez bien aujourd'hui le caractère prémonitoire de son analyse, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de l'ADN, des prélèvements génétiques, des manipulations génétiques, de tout ce qui tourne autour des nanotechnologies. Il y a d'ailleurs des groupes très radicaux qui se battent contre ça. Je pense en particulier au groupe grenoblois qui s'appelle Pièces et main-d'œuvre. Il y a des intellos qui réfléchissent à la critique de ce type de société. Je pense en particulier à toute l'équipe de l'Encyclopédie des nuisances qui a republié l'ensemble des œuvres d'Ivan Illich. Donc voilà, nous sommes des héritiers d'Ellul, des héritiers de Charbonneau, des héritiers d'Henri David Thoreau. Quand je vais arracher un pied d'OGM avec Beauvais dans le Tarn-et-Garonne, que je suis condamné à 3 mois de prison avec sursis, et donc je suis un dangereux délinquant qui s'exprime devant vous, et à 100 000 euros de dommages et intérêts, c'est un hommage rendu à Henri David Thoreau, à ce concept de désobéissance civile, qui consiste à dire que dans une démocratie, lorsque l'on ne donne pas la possibilité à la société de choisir ce qu'elle veut, et qu'on laisse ce privilège à des experts ou à des lobbies ou à des grands groupes, comme c'était le cas de Monsanto, de Pioneer ou de Syngenta, eh bien on désobéit, c'est-à-dire qu'on commet un acte qui est peut-être répréhensible, qui est peut-être condamnable par les tribunaux, mais on revendique de le faire sans, évidemment, non armés, les mains nues, devant des gendarmes qui nous prenaient en photo, et dire on va aller s'expliquer devant les tribunaux, puisqu'on ne peut pas s'expliquer devant les outils démocratiques qui sont à notre disposition, tels que l'Assemblée nationale ou le Sénat. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en ce sens que l'écologie politique a une forme de singularité, mais qu'en même temps, à travers tous ces auteurs, j'ai cité Gortz, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, ce sont des auteurs qui ont porté un regard. En fait, l'écologie, surtout Ellul et Charbonneau, c'était les premiers qui ont réussi à porter une critique non marxiste des institutions. Et moi, je me souviens dans les années 70, quand on militait avec Ellul, on était montré du doigt et vilipendé par beaucoup d'intellectuels qui étaient encore sous la coupe de l'impérium de la pensée marxiste dans les années 70. Pour vous, c'est très loin, hein, c'est l'avant-guerre, mais c'était ça. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Et petit à petit, cette critique non marxiste des institutions et de la société a progressé. C'est un apport de l'écologie. Donc l'écologie, elle a, j'allais dire, les épaules suffisamment larges pour ne pas avoir besoin d'aller piocher dans le marxisme ou d'aller piocher dans les idées de Mélenchon et de ses copains. Elle est capable, en elle-même, sui generis, de faire des propositions à la société. Mais en même temps, évidemment, nous avons conscience que, d'abord, c'est ce qu'Ellul m'a appris et c'est ce qui est chevillé à mon corps, c'est que la politique, c'est pas la recherche de la vérité, hein. Ceux qui prétendent apporter la vérité en général essaient de vous la faire entrer de force par des moyens plutôt condamnables. La politique, c'est pas le bien contre le mal, contrairement à ce que disait Monsieur Bush. La politique, c'est la recherche de ce qui est juste.
C'est ça la clé. C'est ça s'il y a une vérité, c'est celle-ci. Mais les écologistes n'ont pas la prétention de dire qu'ils sont les seuls à pouvoir apporter des réponses à la crise profonde que traverse notre société mondiale. Et donc l'idée, c'est de passer des contrats avec d'autres... C'est passer des contrats pas simplement d'ailleurs avec les forces politiques traditionnelles. Quand je vous disais que un peu partout en France et dans le monde fleurissent tous les jours des initiatives. Bon, je vais faire référence un peu pétant de ma part à un documentaire que j'ai proposé à Arte, qui a été diffusé au mois de septembre, qui s'appelle L'urgence de ralentir. Vous connaissez peut-être pas encore, mais ces bouquins figurent à la bibliothèque évidemment de Sciences Po, sinon ce serait pas bien. C'est un philosophe, c'est un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Il a écrit un livre qui s'appelle L'accélération, qu'il considère comme une modernité tardive. Vous voyez bien que nous sommes dans une société où il fallait très vite. On vous vend des machins comme ça, qui vous disent que demain, en 4G, 5G, 6G, ça ira encore plus vite. Le débit, le haut débit, le très haut débit, le très très haut débit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la dictature de l'instant et la dictature de la vitesse. Et ce qu'explique très bien Hartmut Rosa, c'est qu'on est un peu comme des hamsters dans une roue. On bouge à toute vitesse, mais on fait du surplace. Et donc, nos sociétés sont peut-être condamnées, d'une certaine manière, à faire du surplace. Bien, j'ai essayé de répertorier dans le monde tous ces groupes qui s'organisent pour lutter contre ça, pour lutter contre cette société qui vous bouffe votre temps, qui est chronophage, qui peut même vous bouffer votre famille, qui vous mine et qui vous dévore petit à petit. Pour résister, c'est par le bas que ça arrivera. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ce n'est pas uniquement par des logiques, c'est certainement pas par des logiques d'appareil qu'on transformera le monde, mais en y associant ceux qui aujourd'hui mènent des expérimentations. Je ne vous dis pas que ça réussira, et je ne vous dis pas que ce qui s'expérimente aujourd'hui dans plein d'endroits dans le monde, dans des pays riches comme dans des pays pauvres d'ailleurs, fera politique demain. C'est pas sûr. C'est pas sûr que la somme de ces initiatives conduise à des changements politiques importants. Vous avez vu que le capitalisme est quand même très plastique. Il y a des gens très malins. Par exemple, le gars qui a inventé Airbnb, c'était, paraît-il, ce qu'on appelle de l'économie collaborative. Ben maintenant, c'est du greenwashing. Airbnb, c'est une entreprise qui a, je crois, augmenté son capital de 250 millions ou 200, je ne sais plus combien d'euros. C'est pareil pour Blablacar. C'était à l'origine, c'est considérer l'économie d'usage et de coopération, ce qu'on appelle l'économie collaborative, et très vite, pouf, le capitalisme a mis la main dessus, c'est devenu quelque chose de très rentable. Monsieur le député, vous avez parlé de plusieurs réformes dont vous aimeriez voir le jour, dont notamment la lutte contre les lobbies, la légalisation du cannabis, la mise en place d'une vraie transition énergétique. Et nous sommes contents que vous ayez pu le faire, puisque c'était l'une de nos questions. Mais on aimerait revenir, nous, du côté de la péniche, sur la forme, en fait, que pourrait prendre ce genre de réforme, puisque nous avons le fond. Si on devait résumer en fait votre essai en une phrase, donc contre Zemmour, c'est un appel à relire Gramsci à gauche. Vous appelez la gauche à engager un combat culturel et de l'image de façon à produire en fait des récits collectifs qui puissent susciter une adhésion et un consensus le plus large possible en vue de mobiliser et ensuite d'appliquer les réformes de l'écologie politique. Ce grand récit collectif de la pensée, vous souhaiteriez le fonder sur 3 valeurs. La première, le cosmopolitisme, la seconde, l'autonomie, et la troisième, la fabrication du commun. Or, ce que dit Gramsci, c'est que pour être audible, il faut partir de ce qui fait... En fait, il faut veiller à faire en sorte que ces mots fassent sens dans l'esprit des gens et être finalement soucieux de leur expérience quotidienne. Donc notre question est-ce que ces 3 valeurs sont vraiment des valeurs qui peuvent parler à la majorité des Français et construire un récit collectif suscitant l'adhésion en vue de mettre en place ces réformes? D'abord, merci d'avoir bien lu notre bouquin. C'est un bouquin qui ne s'adresse pas à l'ensemble de la société, enfin qui essaie d'avoir le plus grand nombre de lecteurs possible. Mais il faut être humble. Donc je sais qu'il n'est pas lu par l'ensemble de la société. Mais quand je parle d'autonomie, quand je parle de cosmopolitisme, d'autonomie et de commun, ça fait référence à ce que je vous ai dit depuis 35 minutes ou 40 minutes. L'autonomie, je crois vous l'avoir expliqué, l'autonomie c'est
que chaque individu retrouve son autonomie et qu'il ne soit pas considéré comme un sujet, mais comme un acteur de son propre destin. Et s'il veut être un acteur de son destin, il ne peut pas être un acteur isolé d'un destin isolé, parce qu'il appartient à un collectif, et donc c'est un destin collectif. C'est en ce sens que, par exemple, je ne comprends pas que la gauche n'ait pas tenu son engagement d'accorder le droit de vote à des étrangers non communautaires qui vivent sur notre territoire. On leur demande de payer des impôts, d'être de bons Français, même s'ils n'ont pas la nationalité française, en tout cas de bons résidents. Mais quand il s'agit de décider de leur destin collectif dans la cité, on leur dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est une manière de nier l'existence du résident et d'une composante de la citoyenneté. L'autonomie, c'est effectivement accorder, c'est faire le pari du risque. C'est une société qui progresse, une société qui avance, une société qui accepte le risque. Je vais vous donner un exemple. On est menacé, on est plus que menacé. On a été victime d'attentats terroristes. On est sans doute menacé d'autres attentats terroristes. Est-ce que l'on va faire ce que propose le gouvernement avec cette nouvelle loi sur le renseignement qui est un recul terrible pour un certain nombre de libertés, ou est-ce qu'au contraire on prend le parti du Premier ministre norvégien qui, après le drame du Toya, explique qu'il ne changera rien et qu'il ne portera pas atteinte aux libertés? Moi, je suis plutôt sur cet aspect-là, c'est-à-dire que je considère que oui, il y a des risques, il y en aura toujours des risques d'attentats et des risques de terrorisme. Mais il faut accepter, il ne faut pas, au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire au nom de la défense des libertés, il ne faut pas réduire nos libertés. C'est consubstantiel à la démocratie. Et donc, qu'on donne plus de moyens aux services de renseignement, oui, des moyens humains, pourquoi pas, mais qu'aujourd'hui on s'autorise à passer en dessus d'un certain nombre de règles qui sont fondatrices de l'état de droit, je ne suis pas d'accord et je le combattrai. L'autonomie, c'est donc faire confiance aux citoyens, aux individus dans la société, et c'est contribuer à ce qu'ils soient des êtres sachants, qu'ils soient des êtres capables de se faire une idée du monde, de se faire une idée des idées qu'on leur soumet. Et on sait très bien que l'obscurantisme et que l'ignorance sont les matrices de la démagogie et les matrices c'est les matrices de l'extrême droite. Ils jouent là-dessus. Ils jouent sur l'ignorance des gens. Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand j'ai marié ces deux gars, j'ai reçu 4000 lettres d'insultes. Et pas n'importe lesquelles, il fallait voir. Mais je considère, je n'ai aucune, d'abord la haine est un sentiment qui m'est étranger, mais ces gens-là, je ne les haïssais pas, je ne les montrais pas du doigt, parce que je pense que quand ils m'écrivaient, ils étaient animés par deux choses qui sont le fondement du journalisme et de la politique, c'est la lutte contre la peur de soi et la lutte contre l'ignorance. Quand on a peur de soi, on a peur des autres. Quand on a la haine de soi, on a la haine des autres. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations aujourd'hui, qui font que les gens s'abstiennent ou se jettent dans les bras de l'extrême droite. Ça, c'était pour l'autonomie. Le cosmopolitisme, comme son nom l'indique, le cosmos, c'est le monde, c'est-à-dire défendre une conception ouverte de nos sociétés, une conception qui ne refuse pas ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que quand nous disons nous n'avons qu'un seul monde, ça veut dire que les écologistes, ils sont mondialistes. Mais ils ne sont pas pour une mondialisation régulée par le marché et par les lobbies. Ils sont pour une autre forme de mondialisation. Ils sont même pour une gouvernance mondiale, pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies, par exemple, qui supprime le droit de veto et qui fasse entrer au Conseil de sécurité un certain nombre de pays qui n'ont toujours pas droit à la parole, qui soient plus représentatifs de ce qu'est la réalité du monde aujourd'hui. Et c'est un grand atout de voir qu'aujourd'hui, les échanges peuvent être facilités. Mais si c'est simplement l'échange des marchandises, et c'est-à-dire faire travailler des Bangladais pour que vous puissiez acheter des vêtements chez je sais pas qui à Paris, et qu'un jour vous avez 1500 morts parce que ces gens sont surexploités, c'est pas tout à fait ma conception du monde. Les communs, pourquoi on appelle ça les communs? C'est un truc vieux, c'est une référence historique. Il y a ce qu'on appelle les biens communs. Nous considérons que sur cette planète,
toujours dans le cadre à la fois, parce que tout ça est capillaire, évidemment. Si nous n'avons qu'un seul monde, il faut défendre un certain nombre de biens communs. Là, par exemple, je vais présenter la semaine prochaine un rapport dont m'a chargé la Commission des Affaires étrangères sur les conséquences du réchauffement climatique sur les pôles et en particulier sur l'Arctique. Aussi bien l'Antarctique a bénéficié il y a de longues années d'un statut international de protection qu'il a sanctuarisé, mais l'Arctique, qui a 8 pays riverains, n'est pas considéré aujourd'hui comme un bien commun. Et donc, c'est avec le réchauffement climatique et le recul de la calotte glaciaire, ça va exciter les appétits d'un certain nombre de grandes sociétés d'hydrocarbures et de pétrole qui risquent de détruire ce qui est la partie la plus septentrionale de la planète. Donc, commun, c'est lié à l'histoire des Britanniques, à l'histoire des Anglais. Et vous savez que pendant des siècles, les paysans anglais bénéficiaient de communs, c'est-à-dire de pâturages communs qui appartenaient à tous et donc à personne, jusqu'à ce que les grands seigneurs décident qu'ils allaient s'accaparer ces terres-là. Et donc il y a eu des révoltes. Et nous repartons de ça pour dire qu'il faut se réapproprier des choses qui sont communes à l'ensemble de l'humanité et qu'il faut défendre ensemble. Bon, c'est à partir de ces 3 mots qui peuvent apparaître comme très pédants et incompréhensibles. C'est sûr que si je vais voir la voisine de Léa à Bègle, chez moi, et que je lui ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour l'autonomie, le cosmopolitisme et le commun, je vois tout de suite la réponse. D'abord, elle fermera la porte, elle dira j'ai déjà donné aux sapeurs-pompiers, mais elle me dira pas, elle ne comprendra pas ce que je lui raconte. Donc ça, il faut le décliner en l'explicitant en mots qui se comprennent. Moi, je parle souvent de cette idée. Je considère qu'aujourd'hui, on est dans un monde de la simplification. Alors, l'un des plus grands artistes de la simplification, c'est quand même Sarkozy, qui avait inventé travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur. C'est un monde binaire. Voilà. Comme si le monde était binaire. C'est les télés de flux qui vous simplifient le monde. Voilà. Il y a les bons et les méchants. Et puis, vous êtes pour ou contre le cannabis, pour ou contre, je sais pas moi, enfin ça me vient pas à l'esprit, mais vous pouvez en inventer des. Vous êtes pour ou contre Cécile Duflot, je m'en fous. Vous êtes, voilà, des bêtises. Or là, si vous voulez, le journalisme que j'ai pratiqué pendant longtemps, comme la politique, c'est tenir compte de la complexité du monde. Et donc notre boulot, c'est d'expliciter la complexité du monde. Et pour expliciter la complexité du monde, ça ne peut pas se faire en 1 minute 30 à la télé ou à la radio, ça ne peut pas se faire dans un flash, ça ne peut se faire qu'en rencontrant les gens et qu'en prenant du temps avec eux, dans la confrontation et dans l'échange. Et donc la démocratie est la horreur de la précipitation. Voilà. Et donc, comment on va construire ce récit ? Moi, je propose des pistes. Je ne suis pas le seul sur ces axes de l'autonomie, du cosmopolitisme et du commun. Il y a d'ailleurs un philosophe qui est présent dans mon documentaire L'urgence de ralentir, qui s'appelle Pierre Dardot, qui a écrit avec un autre auteur, vous trouverez son bouquin à la bibliothèque, qui s'appelle Commun, qui développe cette idée. Voilà, les amis. Bien, merci beaucoup. Du coup, il nous reste encore 20 minutes de bien commun pour les questions du public. Le micro si on peut faire 15 minutes, devant. ça m'arrange. Vous êtes d'accord ? C'est pas que je veux me soustraire aux questions. Léa, Balage. Oui, alors moi je suis pas d'accord avec toi. Le ELV, c'est un parti de gouvernement. Aujourd'hui, il n'est pas. Je
je pense qu'il n'est pas en capacité de faire des propositions. Enfin, il a des propositions, ELV. Si on regarde les brochures et tout ce qui a été produit par ELV pendant les campagnes, il y a de quoi fournir largement un programme de gouvernement. Donc la question que tu poses, c'est comment on passe du local au global, c'est-à-dire comment les initiatives locales peuvent percoler et devenir des politiques publiques. Eh bien ça doit être c'est tout le boulot des responsables d'Europe Écologie Les Verts, et ça doit être l'objet de leur discussion avec le gouvernement pour faire entrer ces initiatives locales dans des politiques globales. Mais ELV n'est pas condamné à rester au plan local. Et les écologistes ne sont pas condamnés à agir uniquement au plan local. Non, parce qu'on change le monde, on change. Bien sûr que la somme des initiatives locales ne fait pas une politique nationale, malheureusement. Et donc, si on veut changer les politiques nationales, il faut être là où les décisions se prennent. Je vous ai peut-être saoulé, vous en avez peut-être marre. Hein. Encore une question ? Vous avez dit, à juste titre, il me semble que l'écologie politique devait forcément s'inscrire dans le temps long. Et en même temps, vous avez aussi dressé le constat que le monde actuel résidait essentiellement dans l'immédiateté. Et du coup, je voulais savoir comment le récit politique que vous voulez apporter aux Français, qui s'inscrit nécessairement dans le temps long, face aux défis écologiques auxquels on doit faire face, peut être compatible avec ce monde qui est de plus en plus dans l'immédiateté. C'est une très bonne question. Il y a effectivement une contradiction, une grande difficulté. Et je ne sais pas si... Je suis incapable de vous dire si aujourd'hui il y a dans le monde suffisamment de force pour résister à cette accélération et à cette immédiateté, à cette espèce de folie de la consommation et à cette forme de rapacité du monde. Je ne sais pas si l'équilibre il se construira. Pour l'instant, il n'est pas dans la faveur de ceux qui résistent. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mobilisations dans le monde. Il y a des mobilisations qui ont échoué provisoirement, mais qui ont marqué les esprits. Je pense à tout ce qui tourne autour des indignés, d'Occupy Wall Street. Tous ces mouvements-là, c'est des mouvements qui laissent des traces. Et donc, c'est effectivement sur le temps long. Donc, toute la question est de savoir si le monde sera foutu avant que ces initiatives qui sont menées un peu partout, de résistance et de proposition, avant qu'elles entrent dans la société. C'est ça, c'est la contradiction entre le court terme et le long terme. Je n'ai pas la réponse. Je sais que je me battrai pour ça, pour que le court terme ne tue pas le long terme, mais je ne suis pas sûr de gagner. Bonjour Monsieur Mamère. Alors, je suis vraiment désolé, moi j'ai eu un gros empêchement, donc je viens d'arriver, donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais bon, je lance quand même ma question. Oui, justement, par rapport à l'urgence écologique, est-ce que quelle est votre position par rapport excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du positionnement très clairement à gauche de l'écologie française, des écologistes aujourd'hui français, alors qu'il y a bien une urgence, qu'il faudrait peut-être dépasser les clivages politiques? Est-ce qu'il ne faut pas absolument chercher à agir dans l'écologie, que ce soit à droite ou à gauche? Je pense à ce qui s'est passé l'année dernière avec la proposition du ministère de l'écologie pour Cécile Duflot, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais c'est cet événement qui m'a amené à penser à ce sujet. Et est-ce qu'on ne peut pas envisager une vraie écologie à droite et une vraie alliance écologie et UMP par exemple, ou ce genre de choses? Merci. Alors je vais vous décevoir parce que je ne pense pas que l'écologie soit compatible avec le logiciel de la droite. Je le crois d'autant moins qu'en 1990, quand Antoine Wechter, qui dirigeait les Verts, prônait le ni droite ni gauche, j'ai créé avec Haroun Tazieff, Brice Lalonde et Jean-Louis Borloo un parti qui s'appelait Génération Écologie, qui a prospéré relativement, qui aurait pu d'ailleurs complètement
emporté les Verts, mais qui a décliné le jour où Brice Lalonde a décidé de se rapprocher de Balladur en 1993. Non, je pense que l'écologie n'est pas... Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là au début de mon intervention, j'ai essayé d'expliquer que nous avons un problème culturel avec la gauche productiviste, notamment sur les questions de croissance, de contenu de la croissance et du progrès. Je pense que l'écologie ne peut pas... n'a rien à voir avec cette gauche-là, mais qu'elle n'a rien à voir non plus avec la droite. La droite, c'est le maintien des acquis, c'est une forme d'intolérance, on l'a vu avec la manif pour tous, c'est un certain nombre de propositions qui consistent à maintenir les choses dans l'état. C'est ce qu'on appelle le conservatisme. L'écologie, c'est l'exact contraire. Donc je considère que l'écologie, elle est dans le camp des valeurs universelles de la gauche. La tolérance, le partage, la conquête de l'égalité des droits, tout ça, ça appartient au patrimoine de la gauche plus qu'à celui de la droite. C'est en ce sens que je pense que l'écologie, la famille naturelle de l'écologie, dans le découpage actuel du paysage politique, c'est la gauche. Mais en même temps, c'est pas toute la gauche, c'est le combat contre la gauche productiviste aussi. On a des ennemis, des adversaires. À l'Assemblée nationale, il y a des députés de gauche qui sont des défenseurs acharnés du nucléaire et que nous combattons, évidemment. Et pas simplement, il n'y a pas que ça d'ailleurs, des défenseurs acharnés des OGM et tout ça, on les combat. Donc bonjour monsieur Mamère. En fait, je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que pour assurer l'avenir de l'écologie politique et sociale, nous devrons passer en fait par la création d'une Syriza à la française, comme l'appelle de ses voeux Clémentine Autain, dans laquelle chaque composante en fait pourra garder son identité propre. Alors je ne crois pas beaucoup à la reproduction de Syriza, contrairement à Jean-Luc Mélenchon et à quelques autres, parce que le contexte n'est pas le même. Les Grecs ont payé très très chèrement d'abord 40 ans, un peu plus même, plus d'un demi-siècle d'une vie politique qui a été partagée par deux grandes familles de politiciens, de droite comme de gauche, beaucoup de corruption, un système quand même très particulier dans lequel les armateurs ne paient pas d'impôts, l'Église ne paie pas d'impôts, et une situation de faillite liée à la corruption. Ce n'est quand même pas le niveau de la France. On peut faire beaucoup de reproches à la France, mais elle n'est pas dans cette situation. On peut parler de rigueur. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'austérité dans notre pays, même s'il y a une forme de rigueur qu'il faut combattre, puisqu'elle s'attaque d'abord aux salariés. Donc je ne pense pas que Syriza soit reproductible. Que l'écologie trouve sa place de manière plus forte. En fait, si vous voulez, la solution, ce serait que la gauche procède à son aggiornamento culturel sur les questions d'écologie, voilà, et que nous ne considérions pas que nous sommes les seuls à détenir les vertus de l'écologie. Donc c'est une question de compromis. Mais il faut entendre, le compromis doit se faire sur des bases claires. Donc c'est dire, par exemple, vous voyez bien comment François Hollande a beaucoup de difficultés à s'imposer, mais alors à s'imposer à un lobby puissant qui n'est pas un lobby financier, qui est un lobby d'État, qui est le lobby nucléaire. Le lobby nucléaire, c'est quoi? C'est le corps des ingénieurs des mines, qui est une caste d'État. Donc c'est propre à la France, ça, où on a des castes d'État qu'il faudrait peut-être casser. Hein, voilà. Peut-être que vous ferez partie, c'est sûr que certains d'entre vous, et ça n'a rien d'infamant, appartiendront demain à ces grands corps d'État qui sont quand même très puissants dans un pays colbertiste. Et le Conseil d'État, par exemple, à quoi ça sert? Ça a été créé par Napoléon. Ça prend des décisions une fois que les choses sont faites. Je pourrais citer plein d'exemples comme ça. Donc voilà, l'écologie, elle a encore beaucoup de chemin à faire, finalement, contrairement à ce qu'on croit. Oui, bonjour Monsieur Mamère. Une question sur la... Vous êtes où ? Je suis là. Ah, bonjour. Bonjour. Une question sur la conférence sur le climat de cette fin d'année qui s'organise à Paris. Que pensez-vous de
de l'organisation, en tout cas de la stratégie qui est poursuivie actuellement par le gouvernement français, ou en tout cas de l'utilisation, de la non-utilisation qui fait de cet événement-là pour ces différentes politiques? Est-ce que vous auriez, un avis sur ce qui aurait pu être fait ou ce qui pourrait encore être fait de mieux que ce qui est fait actuellement? Alors si j'ai un avis, oui, bien sûr, sur ce qui aurait dû être fait. Donc, je pense qu'il y a des gens très bien qui préparent la COP21. Je pense en particulier, je pense qu'elle fait des cours ici d'ailleurs, à Laurence Tubiana, qui est par ailleurs la présidente de l'Agence française de développement, qui a été chargée par le président de la préparation de la COP21. Écoutez, moi ce que je reproche justement à François Hollande, c'est d'avoir fait la même chose que Chirac. Chirac est allé à Johannesburg pour dire la maison brûle et nous regardons ailleurs. Phrase soufflée par le même homme qui aujourd'hui souffle à l'oreille de François Hollande, Nicolas Hulot. Et il est allé à Manille, aux Philippines, pour nous dire à peu près la même chose. Mais quand on revient sur le plancher des vaches ici, on s'aperçoit que rien n'est réellement engagé dans la transition énergétique et dans la résistance à des grands lobbies. Quand il est revenu de Manille, on a appris par la Confédération paysanne qu'il y avait 29 projets de ferme-usine. Qu'aujourd'hui, le président de la FNSEA, M. Xavier Belin, est à la tête d'un oligopole qui s'appelle Avril Sofriprotéol, qui est le premier producteur d'oléagineux, qui a racheté l'huile de Sieur, qui est propriétaire, qui a racheté toute la presse agricole, qui a des filiales qui sont dans les fermes-usines, et qui procède à de l'accaparement des terres pour faire de l'huile de palme dans des pays d'Asie ou d'Afrique. Et c'est lui, le vrai ministre de l'Agriculture dans ce pays, c'est pas Monsieur Le Foll, c'est Monsieur Belin. Ça pose quand même un vrai problème. Et je pourrais comme ça vous décliner, regardez le recul. Pendant la loi sur la biodiversité, nous avons proposé un amendement sur l'interdiction de la pêche en eau profonde. La pêche en eau profonde, c'est aujourd'hui une vraie menace sur la ressource halieutique. Le gouvernement l'a refusé, parce qu'ils avaient peur de la mobilisation des pêcheurs. Voilà, et puis les pesticides dont on sait aujourd'hui qu'ils sont une cause majeure d'un certain nombre de cancers et de maladies graves. On devait diviser par 2 le nombre de pesticides utilisés dans ce pays depuis le Grenelle. On est très très loin du compte. Là, et plein de choses comme ça. Donc, je pense que le gouvernement essaie d'utiliser, comme le feraient tous les gouvernements, la perspective de la COP21 pour se parer des vertus du meilleur élève de l'excellence écologique. En fait, on est très loin de ça. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'un d'entre vous a posé la question il y a quelques instants. Duflo et les autres, Cécile et les autres, ont eu tout à fait raison de refuser un ministère de l'écologie proposé par Manuel Valls, parce que si c'était pour avaler des couleuvres, ça servait à rien. Et quand il vous explique qu'il lui redonnait les moyens, non. Ce gouvernement a réduit le budget du ministère de l'écologie. Dernière question. Bonsoir Monsieur Mamère, vous avez rappelé l'importance d'agir à différentes échelles pour mener à bien la transition écologique, et je voulais savoir si vous pensez que dans une période d'une certaine crispation identitaire, l'Europe est toujours une échelle pertinente pour régler les crises économiques et écologiques. Plus que jamais. Et quelle Europe, si oui? Plus que jamais. Alors vous savez que les écologistes sont très européens, depuis toujours. Nous avons toujours défendu les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire une Europe fédérale, une Europe qui s'impose à l'égoïsme des nations. Et ce que nous reprochons aujourd'hui à la structure politique de l'Europe, c'est que c'est une structure intergouvernementale. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, la logique des gouvernements l'emporte sur la logique européenne, bien souvent. Donc nous n'avons pas de politique étrangère, nous n'avons pas de politique de défense commune. Et on voit bien les avatars, les difficultés auxquelles on a été confrontés, notamment lors de la crise du Kosovo ou lors de la crise ukrainienne. Donc oui, l'Europe est l'échelle pertinente pour répondre, alors notamment pour apporter des réponses à toutes les questions qui sont liées à l'énergie, au transport, à l'écologie, oui, d'une manière générale, toutes ces questions qui sont centrales. Et il est illusoire d'imaginer que nous résoudrons la crise écologique que traverse l'Europe et le monde en n'apportant que des réponses nationales. C'est une évidence. Comment voulez-vous régler le problème des transports des marchandises par les camions
si vous ne le réglez pas au niveau européen, et si vous n'harmonisez pas la question de la fiscalité et la question de la rémunération. Voilà, et si vous ne menez pas des politiques publiques, des politiques communes, par exemple pour le transport des camions sur les trains. Et bon, il y a beaucoup on pourrait décliner comme ça. Alors, l'Europe a fait faire des progrès, hein, les directives sur les eaux usées, les directives sur les pluies acides, il y a eu beaucoup de progrès qui sont liés à l'Europe. Alors, le repli identitaire, malheureusement, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans beaucoup de pays européens, notamment des pays qui étaient longtemps sous la férule du totalitarisme communiste, mais pas seulement. Et on est dans une phase qui, pour moi, est une phase grise pour l'Europe. Mais l'Europe, c'est la seule dimension pertinente. Et donc, c'est inéluctable. L'Europe, elle traverse des moments difficiles, mais c'est le seul échelon pertinent pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, votre génération connaîtra sans doute une Europe beaucoup plus intégrée que ma génération. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et je vais vous souhaiter bonne soirée à tous. Merci beaucoup.